C'était l'hiver à Madrid, le ciel était lourd de nuages et un brouillard glacial s'insinuait dans les rues étroites de Lavapiés. Vicente Duarte, 52 ans, était assis en silence à l'arrière de sa voiture sombre, regardant la ville défiler à travers ses vitres teintées. À l'intérieur du véhicule de luxe, son visage restait aussi inexpressif que le hall de marbre de son appartement sur la Gran Via. Pourtant, sous ce masque immobile, quelque chose s'effondrait. Un rapport médical fraîchement imprimé reposait à côté de lui sur le siège en cuir, ses mots cliniques frappant plus fort que n'importe quelle trahison de salle de réunion. Stérilité irréversible, une phrase, pas seulement un diagnostic. Le coup de grâce. Il avait tout essayé. Clinique de fertilité, traitements expérimentaux, prières silencieuses murmurées en privé. Rien n'avait fonctionné. Vicente Duarte a un nom qui pesait lourd dans le monde des affaires, synonyme de contrôle et de pouvoir cacher une tristesse inconnue. Le rêve de paternité, discrètement enterré, s'était éteint ce matin-là. Il n'en avait parlé à personne. Il avait plutôt conseillé à son chauffeur de se diriger vers l'un de ses anciens quartiers, un coin oublié de la ville où sa vaste entreprise, un empire couvrant la santé et l'immobilier, s'apprêtait à démolir un petit marché public délabré. Le conseil d'administration avait insisté sur la nécessité de faire place à un système plus moderne et plus performant. Vicente demanda à être déposé à un pâté de maison de là et se fondit dans la foule comme un fantôme. C'est alors qu'il la vit. Une femme était agenouillée sur le sol humide, ses cheveux noirs trempés lui collant au visage. La pluie ruisselait de ses sourcils, et autour d'elle se tenaient 3 jeunes enfants aux dés triplés, à la peau pâle et aux yeux écarquillés, dont la faim transparaissait dans chaque regard. Elle serrait un sac de course vide, mendiant silencieusement de la nourriture sans prononcer un mot. Le gardien du marché resta figé un instant. Vicente aussi. Quelque chose dans cette scène le captivait, le maintenait immobile. Elle s'appelait Isabella Molina. Elle avait 32 ans, mais les rides de son visage trahissaient des années qui passaient plus vite que le calendrier ne pouvait le compter. La vie ne l'avait pas épargnée. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle se réveillait dans un 2 pièces exigu à Valca. L'air froid perçait les murs fins comme du papier, les fenêtres étaient fissurées et le chauffage était en panne depuis longtemps. Depuis des semaines, ses triplés Leandro, Luna et Léo dormaient recroquevillés sur un seul matelas, sous de fines couvertures. Leur réveil sonnait au son du premier qui se réveillait. Parfois, c'était la faim. Parfois, c'était le froid. Parfois, c'était simplement la solitude. Isabella se levait avec des douleurs articulaires et soulevait ses enfants avec douceur, même si son dos hurlait de protestation. Elle faisait bouillir de l'eau dans une vieille casserole tachée de rouille pour faire durer le peu de café qu'elle avait. Les bons jours, elle avait un peu de les donner. Mais cette semaine-là, le garde-manger était presque vide, 3 boîtes de riz, une boîte de haricots périmés et un peu de farine. Elle faisait des miracles avec ça, comme toutes les mères qui aiment au-delà de toute logique. Leur salle de bain n'avait pas de porte, juste un rideau en plastique maintenu par de vieilles épingles à cheveux. Le carrelage était taché et la moisissure avait envahi le plafond. Pourtant, chaque jour, elle le nettoyait, comme quelqu'un luttant pour préserver sa dignité au milieu de la décrépitude. Le père des enfants était parti avant leur naissance. Il avait dit avoir besoin de se changer les idées. Il n'était jamais revenu. Isabella avait pleuré pendant des nuits, puis avait appris à survivre sans lui. Elle raccommodait des vêtements d'occasion et les vendait au marché. Quand elle le pouvait, elle lavait le linge des voisins, gagnant quelques euros. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. À l'école publique où ses enfants étudiaient, les enseignants connaissaient son histoire. Ils glissaient des goûters supplémentaires dans les cartables des enfants dès qu'ils le pouvaient. Une assistante sociale nommée Clara la qualifiait souvent de « mère guerrière ». Mais personne ne voyait le désespoir qui s'emparait de ses enfants une fois endormis. Personne n'entendait son estomac gargouiller la nuit lorsqu'elle leur disait « Maman a déjà mangé au travail », tout en plaçant une assiette de moins sur la table. Leurs vêtements étaient rapiécés aux genoux. Leurs fermetures éclairs étaient cassées et remplacées par des boutons ou des cordons. Leurs chaussures étaient usées jusqu'aux semelles, passées d'un frère à l'autre sans se plaindre. Ils étaient gentils et pleins d'imagination, créant des jeux élaborés avec des boîtes en carton et dessinant leurs rêves sur les murs avec des crayons de couleur donnée. Ce matin-là, Isabella avait déjà passé 3 entretiens d'embauche en une semaine. Aucun n'avait abouti. Certains lui disaient qu'elle était surqualifiée. D'autres que ses enfants la mettaient en danger. À la foire locale, plus personne ne cherchait de travail de couture. La ville rude et impersonnelle ne la regardait même pas dans les yeux. Son dernier espoir était le marché populaire,
et elle avait entendu des rumeurs, il fermait ce jour-là. Le nouveau propriétaire avait ordonné la fin des dons. Elle marcha des kilomètres, tenant les petites mains des enfants. Une pluie fine tombait sans interruption. Elle n'avait pas de parapluie. Ils arrivèrent trempés, les pieds engourdis par le froid. Elle portait ce sac vide non pas par charité, mais par dignité ou pour du riz, pour nourrir ses enfants. Le lendemain matin, après cette scène humiliante devant le marché, Isabella se réveilla avec une enveloppe glissée sous sa porte. Jaune. Sans adresse de retour. Bien scellée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. 2 avis officiels. Le premier, une expulsion. L'immeuble avait été vendu à un promoteur, et tous les locataires en retard de paiement avaient 15 jours pour partir. Elle avait 3 mois de retard. La dette dépassait les 100 €. Un montant impossible à payer. Deuxièmement, ses prestations sociales avaient été suspendues en raison des incohérences dans ses relevés de revenus. Elle a appelé le bureau. Pas de réponse. Elle s'est rendue en personne. On lui a dit ce qu'elle n'oublierait jamais. Vous avez été démis de vos fonctions sur ordre du conseil régional. Les fonds ont été réaffectés au développement urbain. Je suis désolé. Elle ne le savait pas encore, mais le nom derrière les 2 décisions était le même. Vincent Duarte. De retour dans son appartement en ruine, elle était assise par terre, entourée de papiers officiels et de larmes qu'elle ne pouvait retenir. Ses enfants jouaient à côté d'elle, construisant une maison en carton, ignorant que leur véritable foyer était sur le point de disparaître. Cette nuit-là, l'électricité étant coupée, elle frappa à la porte du voisin pour emprunter des bougies. Dans la lumière vacillante, elle écrivit dans son vieux carnet. Si je disparais demain, que mes enfants sachent que je me suis battue de toutes mes forces. Mais le monde ne se bat pas toujours à vos côtés. Le temps pressait. 15 jours restants. Pas de famille. Pas d'amis avec de l'espace. Pas d'échappatoire. Pourtant, le destin préparait discrètement une rencontre impossible. Le même homme qui avait cédé sa maison allait bientôt regarder ses enfants dans les yeux et voir quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Vicente Duarte commençait encore ses journées à 5h15. Non par nécessité, mais par habitude. Un rituel instauré dans sa jeunesse, alors qu'il croyait encore que la discipline était la voie de la perfection. Il dormait peu. Il avait besoin du silence du petit matin. C'était son seul refuge. Il vivait seul dans un penthouse de 500 mètres carrés donnant sur la Gran Via. Tout était monochrome, gris, noir, blanc. Immaculé. Froid. Chaque objet avait sa place. Coussin parfaitement aligné. Verre retourné. Livre classé par ordre alphabétique strict. Une cuisine gastronomique qu'il n'utilisait jamais, sauf pour préparer du café avec une précision scientifique. Vicente était PDG du groupe Vida Clinica, un réseau d'hôpitaux et de centres de recherche sur la fertilité. Dans le monde des affaires, son nom était à la fois vénéré et craint. Il était strict avec ses employés, distant en réunion et allergique à l'intimité émotionnelle. Il connaissait par cœur tous les chiffres des livres de son entreprise. Mais il ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où il avait vraiment ressenti quelque chose. La dernière fois qu'il a vraiment ri avec quelqu'un, Vicente vivait entouré de cadres, de conseillers et d'avocats. Pourtant, chaque soir, il dînait seul. À 52 ans, il était l'homme le plus influent du secteur médical privé espagnol. Mais derrière ce prestige se cachait une blessure invisible, qui rongeait silencieusement son âme. Une vérité si douloureuse qu'il se la cachait à lui-même, il était stérile. La découverte était arrivée trop tard, après des années de tentatives infructueuses avec son ex-femme. Leur séparation était devenue inévitable. Elle voulait des enfants. Il ne pouvait pas lui en donner. Il lui a dit qu'il comprenait. Mais en vérité, il est parti sans jamais se retourner. Sa douleur la plus profonde, cependant, venait d'encore plus loin, un fils qui n'était jamais né. Un avortement spontané, il y a de nombreuses années, d'une compagne qu'il avait aimée. Ils avaient rompu après ce traumatisme, incapables de continuer. À partir de ce moment, Vicente a enfermé ses sentiments dans une boîte invisible. Il a décidé de vivre uniquement pour les affaires, les résultats, les chiffres et rien de plus. Le jour où il a vu Isabella agenouillée au marché, il était en train d'examiner les contrats d'acquisition définitifs pour cette même région. Ce réaménagement s'inscrivait dans le cadre d'une vaste expansion stratégique visant à transformer des quartiers délabrés en centres médicaux modernes et élégants.
Pour mettre fin à la misère, avait déclaré l'un de ses directeurs. Mais quelque chose chez cette femme le dérangeait. Les jours suivants, il tenta d'oublier. Il se plongea dans les feuilles de calcul, les réunions, les chiffres et les projections. Mais chaque nuit, avant de s'endormir, il la revoyait. Il voyait les enfants s'accrocher à ses jambes. Il lisait dans leurs yeux la supplication silencieuse, muette, mais irrésistible. Et Vicente ne comprenait pas pourquoi cela l'affectait. Après tout, à combien de scènes pareilles avait-il déjà assisté? Des milliers. Mais celui-ci était différent. Quelque chose d'instinctif s'était ouvert en lui. L'homme qui contrôlait tout sentait maintenant quelque chose lui glisser entre les mains et il ne savait pas quoi en faire. Le marché populaire de Lavapié avait fermé. Sa façade était scellée par des panneaux blancs. Une pancarte collée sur la façade indiquait « Fermé pour rénovation ». Nouveau développement à venir. Isabella est passée devant l'immeuble 2 jours après avoir reçu l'avis d'expulsion. Elle espérait toujours trouver quelqu'un n'importe qui pourrait l'aider. Elle portait un sac vide. Les triplés marchaient à ses côtés, agrippés au bas de son manteau. La faim était devenue une habitude. Mais ce jour-là, la peur l'accompagnait aussi. Elle n'avait toujours aucune idée de l'endroit où il dormirait cette nuit-là. À ce moment précis, Vicente arriva sur le site avec un petit groupe d'ingénieurs et de consultants. Il voulait voir de ses propres yeux ce qui allait être démoli. Sa cravate noire contrastait fortement avec le paysage en ruine. Il marchait d'un pas ferme, mais son cœur battait fort et il ne savait pas pourquoi. Puis il la revit. La femme de la pluie. Les 3 enfants. La même image, mais plus proche. Plus claire. Le temps sembla ralentir. Il s'arrêta au milieu de la rue. Isabella l'a vu aussi. Elle l'a reconnu immédiatement. C'était le même homme qu'elle avait vu à l'intérieur de la voiture de luxe quelques jours plus tôt. Son regard était froid, calculé. Elle serra fort les mains de ses enfants. « C'est lui », murmura Luna en levant les yeux vers Vicente. L'homme qui était dans la belle voiture, maman. Vicente s'est avancé sur un coup de tête. Les ingénieurs marchaient devant, mais il leva la main, leur faisant signe de continuer sans lui. La dame était là l'autre jour, dit-il d'une voix ferme mais pas arrogante. C'est ce que je faisais, répondit Isabella en le regardant droit dans les yeux. Je mendiais de la nourriture pour mes enfants. Le silence entre eux était lourd. Il étudia ses yeux, essayant de lire ce qu'elle ressentait. Mais sa douleur était comme du verre brisé, impossible à reconstituer. Cet endroit sera bientôt démoli, a déclaré Vicente, sans vraiment savoir pourquoi. Ce sera une clinique moderne. Des infrastructures de qualité. Plus d'emplois. Combien d'emplois, coupa sèchement Isabella, pour des mères de 3 jeunes enfants et sans réseau de soutien. Sa voix était amère, tranchante. Combien de cliniques allez-vous construire en plus de notre faim? Le coup a frappé durement Vicente. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui avait parlé de cette façon, sans flatterie, sans peur. Je ne savais pas qu'ils expulsaient des gens, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Bien sûr que tu ne le savais pas, dit froidement Isabella. Ceux qui ont tout n'ont jamais besoin de savoir quoi que ce soit sur ceux qui n'ont rien. Les enfants restèrent immobiles, silencieux, observant les 2 visages, leurs yeux passant de l'un à l'autre, sentant la tension. Leandro s'avança lentement vers Vicente. Il le regarda fixement, fronçant les sourcils avec curiosité. « Tu ressembles à papa, dit-il doucement. » Vicente cligna des yeux, comme s'il avait été giflé. Une boule s'est formée dans sa gorge. Il n'était pas père. Il ne serait jamais père. Mais pendant un instant, cet enfant l'avait dérouté. Sa voix. Ses yeux. C'était comme regarder dans un miroir fissuré, lui montrant ce qui aurait pu être. Isabella a tiré Leandro en arrière. « Ne dis pas ça, murmura-t-elle. Ce n'est pas ton père. » Le visage de Vicente se durcit à nouveau, essayant de se protéger de l'émotion. « Je ne veux pas d'aumône, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je veux la justice. Je veux la dignité. Je veux que quelqu'un considère mes enfants comme des êtres humains. » Il hocha lentement la tête, puis fouilla dans sa poche et en sortit une carte. « Si vous changez d'avis, contactez-moi. Vous trouverez l'adresse au dos. » Elle ne l'a pas pris. Elle s'est simplement détournée, serrant les mains de ses enfants.
Je ne cherche pas l'homme qui a détruit le dernier endroit où je pouvais trouver de la nourriture, dit-elle sans même jeter un regard en arrière. Vicente se tenait là. La carte tremblait dans sa main. Pour la première fois, il se sentait petit. Il se sentait inutile, debout devant 3 enfants affamés et une femme qui n'avait rien, mais qui avait pourtant plus de force que lui. Après la réunion, Vicente Duarte est arrivé à son bureau plus tôt que d'habitude. Mais il n'a pas ouvert les rapports. Je n'ai pas assisté aux réunions du matin. Il a passé des heures à regarder l'écran vide, la carte toujours posée sur son bureau. L'image d'Isabela, intouchable. Les enfants, inoubliables. Quelque chose en lui, longtemps endormi, le suivait comme un écho qui ne s'estompait pas. Il a pris le téléphone et a appelé le département de responsabilité sociale de l'entreprise. Il a exigé une liste complète de toutes les familles touchées par le réaménagement de Lavapiés. Non. Circonstances. Alternative. Quand ils ont trouvé le nom Isabelle Molina, il nota tranquillement l'adresse, à l'autre bout de la ville. Isabela emballait ses quelques affaires dans des cartons réutilisés. Elle était sur le point de demander un abri à l'église locale. Elle n'avait plus nulle part où aller. Lorsque la sonnette a retenti, elle a supposé que c'était le propriétaire. Elle l'ouvrit avec une expression ferme, se préparant à une nouvelle humiliation. Mais c'était Vicente. Pas de costume. Pas d'escorte. Juste des vêtements discrets et une enveloppe en main. « Je ne suis pas venu pour m'excuser », a-t-il dit. « Je sais que ça ne change rien. Mais je veux essayer de me rattraper, d'une manière ou d'une autre. » Elle croisa les bras. Sa respiration était lourde. L'odeur de moisissure dans le couloir était presque insupportable. « Je suis venu vous proposer un emploi », a-t-il poursuivi. Administratif. Temps partiel. Horaire flexible. Logement temporaire jusqu'à ce que vous vous stabilisiez. Elle hésita. La colère brûlait toujours. Mais la peur brûlait encore plus. Pourquoi accepterais-je cela de ta part, demanda-t-elle. Parce que ce n'est pas à propos de moi, dit-il doucement. C'est à propos d'eux. Isabela se tourna pour regarder ses enfants. Ils étaient assis sur le matelas, blottis les uns contre les autres, observant en silence. Leandro souriait. Luna tenait une poupée sans bras. Les suçait son pouce. L'estomac d'Isabela se tordit. Elle prit une profonde inspiration. « Je ne fais pas ça pour toi », dit-elle d'un ton ferme et posé. Ni par gratitude. Je le fais pour les enfants. Parce qu'ils méritent de dormir au chaud. De manger tous les jours. De rêver sans peur. Il hocha la tête. C'est la réponse la plus juste que je puisse espérer. Elle prit l'enveloppe, toujours avec méfiance, toujours avec des blessures ouvertes, mais avec le courage de quelqu'un qui refuse de se laisser couler. Quelques jours après avoir proposé le poste à Isabela, Vicente a fait un détour qu'il n'avait pas fait depuis des années. Au lieu de se rendre directement au bureau, il a demandé au chauffeur de le déposer à Alcalá de Henares, un vieux quartier tranquille où le temps semblait s'écouler plus lentement. Il sortit de la voiture, légèrement chancelant, vêtu d'un manteau gris foncé, et marcha parmi les pierres tombales froides, trempées par la rosée du matin. Il s'arrêta devant une petite tombe simple en marbre blanc. Les lettres étaient usées par le temps, à notre fils, que le ciel prenne soin de toi comme nous n'avons pas pu prendre soin de toi ici. Là se trouvait une partie de son histoire qu'il prétendait depuis longtemps surmonter, le fils qui n'était jamais né. Une perte survenue sans explication, à une époque où il croyait encore tout contrôler. Laura, son ex-femme, pleurait depuis des mois. Vicente, lui, ne pleurait pas. Il restait silencieux. Mais maintenant, devant cette pierre tombale, quelque chose de différent s'éveilla en lui. Les paroles d'Isabela résonnèrent dans son esprit, comment elle défendait ses enfants bec et ongles, comment elle rejetait la pitié mais embrassait la dignité. Tout cela le bouleversa de l'intérieur. Il s'agenouilla lentement, comme s'il demandait pardon au sol. « J'aurais été un bon père », murmura-t-il. Ou, aurais-je simplement répété la froideur de mon père? Il ferma les yeux. Les souvenirs d'enfance lui revinrent avec une force brutale, le père absent, les punitions sans affection, le silence pesant à table. Il avait jadis promis d'être différent. Mais qu'avait-il fait de sa vie? Il a créé des entreprises, construit des cliniques et est devenu le même. Une douce brise bruissait dans les arbres. Vicente ne croyait pas aux signes, mais à cet instant, quelque chose en lui changea. Peut-être,
qu'il n'était pas trop tard pour changer. Il se leva, toucha la pierre tombale avec respect et murmura « Je n'ai jamais été père. Mais peut-être que je peux encore prendre soin de quelqu'un. » En quittant le cimetière, le visage de Vicente avait changé, il n'était pas vaincu, mais plus humain. Un lundi, à 8 heures précises, Isabella arriva à la clinique Life. Elle portait des vêtements modestes, un manteau offert par un voisin, des chaussures propres mais usées. Elle portait un simple sac contenant un carnet et un stylo. Pour la première fois, elle avait laissé les triplés dans une garderie communautaire, payée par l'entreprise elle-même, faisant partie des avantages que Vicente avait insisté pour inclure dans son contrat. Le bâtiment était immense, miroitant, imposant. À l'intérieur, l'odeur du café cher persistait, et les sols en marbre poli contrastaient brutalement avec tout ce qu'elle connaissait. Le gardien à l'entrée la reconnut. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel, mais sincèrement chaleureux. Une jeune femme nommée Bertha la conduisit au service administratif. Au début, Isabella se sentait comme un poisson hors de l'eau. Les termes techniques, les ordinateurs élégants, les systèmes internes, tout était nouveau. Elle doutait d'elle-même à chaque mouvement. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser », dit doucement Bertha, remarquant sa nervosité. Ici, personne n'a besoin de prétendre tout savoir. La gentillesse d'Isabella la stupéfia. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des instructions sans jugement. Mais elle a appris vite. Sa mémoire était vive. Son sens de l'organisation, impressionnant. En une semaine, elle maîtrisait une grande partie du système interne. En 2 semaines, elle réorganisait des documents abandonnés depuis des mois. Discrète mais efficace. Silencieuse, elle laissait néanmoins une trace d'ordre partout où elle travaillait. Vicente l'observait de loin. Ils se croisaient rarement, mais il demandait des rapports à son service plus souvent que d'habitude. Il voulait suivre ses progrès, sans être intrusif. Isabella, quant à elle, restait calme. Respectueuse mais sur ses gardes. Elle n'accordait pas facilement sa confiance, pas dans un monde où tout allait vite et où la sécurité de ses enfants était durement gagnée. Mais la vie avait commencé à prendre des couleurs. L'entreprise lui a proposé un appartement modeste mais sûr de 2 chambres, temporaire mais convenable. Il était équipé du chauffage et même d'un petit balcon. Les triplés couraient autour comme dans un château. Ce premier soir, Isabella servit un repas simple, du riz, des haricots et du poulet grillé. Elle cuisinait les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des mois, il dormait au chaud. Bien nourri. Sans peur. Peu à peu, Isabella a adopté un nouveau rythme. Elle se levait tôt, déposait ses enfants à la garderie, travaillait, rentrait, révisait les leçons, leur racontait des histoires inventées pour le coucher. C'était épuisant, mais réconfortant. Comme si, après des années de naufrage, elle posait enfin le pied sur la terre ferme. Il y avait bien sûr des défis. Certains collègues chuchotaient dans son dos, se demandant comment elle avait obtenu ce poste. D'autres l'ignoraient. Mais rien de tout cela ne l'affectait. Elle avait déjà connu pire. Chaque document organisé, chaque feuille de calcul corrigée, chaque fichier enregistré, était une victoire silencieuse. À la fin de son premier mois, elle a reçu son salaire. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était honnête. Elle acheta des fruits frais, des chaussettes neuves pour les enfants et un meilleur manteau d'hiver. Elle rangea le reste soigneusement, comme quelqu'un qui connaît la valeur de chaque pièce. Un après-midi, alors qu'elle quittait le bâtiment, Vicente s'en allait aussi. Il lui fit un petit signe de tête. « Comment vous adaptez-vous » ? « J'apprends, » répondit-elle, reconnaissante, mais les pieds toujours fermement ancrés sur terre. Il hocha de nouveau la tête, sans insister. Il respectait la distance. Et, d'une certaine manière, il l'admirait pour cela. Parce qu'au fond, il savait qu'il n'aidait pas seulement un employé. Il essayait de réparer un morceau fracturé de lui-même. Leur connexion s'est développée lentement, presque imperceptiblement. Vicente n'avait jamais prévu de s'impliquer. Mais un après-midi, alors qu'il visitait la garderie communautaire que son entreprise soutenait, il a été frappé de stupeur. Leandro était assis seul dans un coin, serrant contre lui un jouet cassé. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'il se cachait le visage. L'aide-soignant s'est approché, mais Vicente était plus proche. Par instinct, sans réfléchir, il s'agenouilla à côté du garçon. « Tout va bien » demanda-t-il d'une voix plus douce que celle qu'il utilisait habituellement dans les salles de réunion.
Leandro leva les yeux, les larmes aux yeux. Aucune peur, juste une tristesse crue et sincère. Ils m'ont traité de pauvre garçon rafistolé, murmura-t-il. Ils ont dit que nous vivions dans un endroit rempli d'ordures. Vicente sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il prit une lente inspiration. Parfois, les choses les plus brillantes viennent de là où on les attend le moins, dit-il doucement. Le lendemain, une boîte de jouets éducatifs est arrivée à la garderie sans nom, sans mots. Mais Leandro savait. Et il sourit. Les semaines suivantes furent marquées par de nouvelles rencontres. Luna trébucha sur le terrain de jeu et se tordit la cheville. Vicente était en visite. Sans hésiter, il la souleva doucement, la porta à l'infirmerie, s'assit à ses côtés jusqu'à la fin des soins et lui tendit un chocolat de sa poche. « C'est notre petit secret », dit-il en faisant un clin d'œil. Les triplés l'observèrent avec prudence. Un jour, alors que Vicente discutait avec un groupe d'enseignants, une petite voix se fit entendre. « Es-tu vraiment millionnaire ?» Vicente rit doucement, sincèrement, pour la première fois depuis des lustres. « Ça dépend. Si c'est une question d'argent, ils disent que c'est moi. Mais au fond, je suis encore en train de réfléchir. » Elle réfléchit une seconde, puis dit avec certitude, « Alors tu peux encore t'améliorer. » À partir de ce jour, il se rendit à la garderie une fois par semaine. Il apporta des livres, lut des histoires et organisa des jeux. D'autres parents, surpris, regardaient cet homme habituellement froid assis par terre, en train de dessiner avec les enfants. Isabella observait aussi. D'abord avec doute. Puis, avec curiosité. Elle ne comprenait pas encore l'homme, mais ne pouvait nier la vérité. Les enfants étaient heureux. Pour la première fois, il parlait d'un adulte avec des étoiles plein les yeux. Un soir, Luna a demandé, « Maman, est-ce que tonton Vicente peut venir à mon anniversaire ?» Isabella hésita. Mais elle n'a pas dit non. L'anniversaire de Luna arriva. Un simple gâteau. Quelques ballons. La présence de Vicente est discrète, mais profondément émouvante. Quelques jours plus tard, Isabella a reçu un appel de l'assistant de Vicente. « Monsieur Duarte m'a demandé de vous présenter une option de logement permanent », dit la voix chaleureusement. « Ce n'est pas une obligation, c'est un cadeau. Gratuit. Le titre sera à votre nom si vous restez dans l'entreprise pendant les 12 prochains mois. » Isabella était stupéfaite. Son premier réflexe fut de le rejeter immédiatement. Mais quelque chose, peut-être l'épuisement, peut-être l'amour pour ses enfants, la poussa au moins à aller le voir. Le lendemain, elle prit le bus avec ses 3 enfants pour le quartier de Moratala, un quartier simple, bordé d'arbres, peuplé de familles et de petits commerces. La maison se trouvait au coin d'une rue calme, peinte en blanc avec des fenêtres bleues. Elle avait 2 étages, un petit jardin et un balcon ensoleillé. À l'intérieur, tout était modeste mais charmant. Les chambres étaient meublées avec des meubles neufs, les placards remplis de produits de première nécessité et les lits étaient habillés de draps colorés. Dans la salle de bain, les serviettes propres étaient soigneusement pliées. Dans le couloir, les jouets étaient soigneusement rangés. On avait l'impression que chaque détail avait été pensé. Isabella marchait en silence, une boule se formant dans sa gorge. « C'est à nous, maman ?» demanda l'un des enfants, les yeux brillants. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle s'est agenouillée au milieu de la pièce et a pleuré. Vicente apparut discrètement à l'entrée de la maison. Il n'entra pas. Il resta planté là, les mains dans les poches de son manteau, observant de loin. « Je ne veux pas acheter ta gratitude, dit-il à voix basse. Je veux juste te rendre un peu de ce que j'ai pris, sans même le savoir. » Elle se leva, séchant ses larmes. « Tu n'achètes rien, répondit-elle doucement. Tu fais juste des réparations. »« Je suis toujours cloué au sol, » a-t-il déclaré. Il hocha la tête et esquissa un vrai sourire timide. Les jours suivants, la maison devint un refuge. Isabella se remit à cuisiner avec joie. Les enfants jouèrent dans le jardin. Et pour la première fois, les nuits furent calmes. Il y avait des fleurs aux fenêtres, une musique douce dans la cuisine, des livres d'histoires éparpillés sur le canapé et une douce chaleur dans l'air. Les voisins s'approchaient avec gentillesse. Personne ne savait qui était vraiment Vicente. Pour eux, il n'était qu'un ami de la famille et il semblait préférer qu'il en soit ainsi. La dignité était revenue, et avec elle, l'espoir. Au cours de son 3e mois de travail, Isabella a été convoquée à une réunion extraordinaire du secteur administratif.
Il était rare de recevoir des communications directes de la direction, et elle a été surprise de voir son nom mis en évidence dans le courriel. Elle arriva promptement, le cœur battant. La salle était déjà à moitié pleine des superviseurs et même 2 directeurs financiers. En entrant, elle entendit des murmures, mais garda les yeux fixés droit devant elle. Elle s'assit discrètement au fond, comme toujours. Vicente entra par une porte latérale, vêtu d'un costume mais sans cravate. Il paraissait moins imposant. Il salua tous les présents d'un hochement de tête poli. Aujourd'hui, nous sommes ici pour saluer une contribution silencieuse mais essentielle, a-t-il commencé. Quelqu'un qui, sans se faire remarquer, a réorganisé un système bloqué depuis des mois, quelqu'un qui a identifié les doublons, corrigé les erreurs d'inscription et optimisé la classification des patients dans les cliniques publiques affiliées. Un travail de précision et de compassion. L'estomac d'Isabla se serra. Ces mots lui semblaient familiers. Notre collaboratrice Isabla Molina, a-t-il poursuivi, a non seulement rempli son rôle, mais a même dépassé toutes les attentes durant sa période d'adaptation. C'est pourquoi nous la promouvons au département d'analyse technique, avec une augmentation de salaire et une charge de travail revue pour accompagner cette nouvelle étape dans notre entreprise. Tout le monde se tourna vers elle. Isabla se figea un instant, puis se releva lentement. Son visage brûlait d'émotion. Elle n'avait jamais été autant applaudie. Elle n'avait jamais été véritablement vue. À la fin de la réunion, beaucoup l'ont félicité, certains, qui l'avaient jusque-là ignoré, lui ont maintenant serré la main. L'un d'eux a déclaré « Vous avez vraiment changé le cours des choses à la clinique de Séville. Personne n'aurait pu déchiffrer ces rapports avant vous. Félicitations. » Elle le remercia avec un sourire timide, mais à l'intérieur, c'était comme si une fleur avait commencé à fleurir lentement, non pas par hasard, mais par mérite. Vicente observait la scène de loin, en silence. Aucune fierté ne transparaissait dans ses yeux, seulement une sincère admiration. Isabla n'était plus seulement une mère désespérée. Elle était désormais une professionnelle respectée et, surtout, une femme qui avait cessé d'accepter l'invisibilité. Au cours des mois suivants, la vie a trouvé un rythme autrefois inimaginable. Les matins étaient emplis des rires des enfants et de l'odeur du pain frais de la cuisine. Les enfants ont commencé à appeler la nouvelle maison « notre foyer heureux ». Isabla respirait enfin sans peur. Vicente commença à venir plus souvent. Il n'annonçait jamais son arrivée, il se présentait simplement, parfois avec des livres, des fruits frais, ou simplement pour un café. Jamais intrusif, il était simplement présent. Et c'est dans sa constance discrète, sans grand geste, que le lien entre eux s'est renforcé. Un après-midi, Isabla le trouva allongé sur le sol du salon, avec Leandro sur son dos comme un cheval. « Plus vite, cheval magique !» cria la petite, tandis que les enfants dansaient autour d'elle avec des capes faites de couverture. Isabla croisa les bras et sourit. C'était la première fois qu'elle voyait Vicente rire aussi librement. « Qui l'eût cru ?» s'exclama-t-elle avec amusement. L'homme qui possède des cliniques à plusieurs millions de dollars est devenu un jouet pour enfants. Vicente s'assit, haletant et souriant. « L'investissement le plus rentable de ma vie », a-t-il répondu. Ce soir-là, les enfants se couchèrent tôt, épuisés par tous ces moments de plaisir. Isabla et Vicente étaient assis sur la terrasse, chacun une tasse de thé à la main. « Tu n'as pas besoin de revenir sans cesse, » dit-elle en regardant les étoiles. « Tu as déjà fait plus que quiconque n'aurait jamais pu faire. »« Je ne fais pas ça par obligation, Isabla, » répondit-il d'une voix posée. « Je continue à venir parce que c'est le meilleur moment de ma semaine. » Elle le regarda du coin de l'œil, curieuse, prudente, mais sans plus de résistance. Quelque chose en elle commençait à s'adoucir. Vivre avec lui ne représentait plus un risque. C'était comme si quelque chose se construisait. Le samedi suivant, Vicente assista à la présentation des triplés à l'école. Il était assis à côté d'Isabla, parmi d'autres parents. Lorsque Leandro le vit dans le public, il lui fit un signe de la main enthousiaste. « Il est venu. Il est venu, maman. » Pendant la pièce de théâtre, Luna oublia un texte et se mit à pleurer. Vicente se leva discrètement et fit un geste apaisant des mains, comme pour dire « respire ». Elle l'a fait. Elle a souri, a pris une grande inspiration et a continué. Après la représentation, elle a couru vers lui et l'a serré fort dans ses bras. « Tu as vu ? Je l'ai fait, n'est-ce pas ? » « Bien sûr que je l'ai vu, » dit-il. « J'étais là pour toi. » Isabla, qui regardait depuis le fond, pleurait, mais pas de tristesse.
Elle pleurait de reconnaissance silencieuse. Cet homme froid apprenait à aimer, lentement, sans rien demander en retour. Il y avait encore des fantômes. Il y avait encore de la douleur. Mais pour la première fois, il y avait de la place pour quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle ignorait pouvoir encore ressentir. C'était un dimanche ensoleillé à Madrid. Le printemps était arrivé, et avec lui, son anniversaire. Les triplés de 7 ans avaient préparé la maison à l'avance, avec de simples ballons, une nappe colorée et un gâteau au chocolat maison. Des chansons enfantines résonnaient doucement à la radio de la cuisine. Les enfants couraient avec enthousiasme dans le jardin. Vicente arriva peu après midi, portant un gros paquet et une enveloppe dans sa poche. Il était habillé de façon moins formelle que d'habitude, mais toujours élégant et discret. Lorsque les enfants le virent, ils se précipitèrent vers la porte comme s'ils accueillaient un parent bien-aimé. « Oncle Vicente est là !» cria Luna en s'accrochant à sa jambe. Le colis contenait une petite maisonnette en bois pour le jardin, avec un toboggan et une petite table. Mais le cadeau le plus symbolique se trouvait à l'intérieur de l'enveloppe. Après le gâteau et les vœux d'anniversaire, Isabella et Vicente se sont assis côte à côte sur la terrasse pendant que les enfants jouaient autour de la nouvelle maisonnette en riant. Vicente sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Je voulais te donner ça personnellement. » Elle le regarda, hésitante, et fronça les sourcils. « C'est l'acte de propriété. La maison est désormais à ton nom. » Isabella se figea. Ses mains tremblaient. « Vicente ? » « C'est mon choix, dit-il. Sans condition. Sans attache. Juste une maison, rien que pour toi. » Elle resta silencieuse un long moment, puis ouvrit l'enveloppe. Et voilà, son nom, imprimé à l'encre officielle. Pour la première fois de sa vie, elle possédait quelque chose. Quelque chose de réel. Quelque chose de permanent. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas obligé, » répondit-il doucement. Les enfants accoururent, en sueur et souriant. Leandro grimpa sur les genoux de Vicente et demanda, presque distraitement, « Si tu n'as pas d'enfants, pourrions-nous être tes enfants, dans ton cœur ?» La gorge de Vicente se serra. Il regarda Isabella, puis les 3 enfants. « Je » essaya-t-il de dire, mais l'émotion le submergea. « J'adorerais ça. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Isabella essuya discrètement une larme sur sa joue. Puis, comme pour lui transmettre un objet sacré, elle lui prit doucement la main sur la table. « Ils t'ont choisi, Vicente, » dit-elle. « Et peut-être, j'apprends à t'accepter aussi. » C'était la première fois qu'elle prononçait son nom sans réserve. À cet instant, tout prit sens, son chagrin, sa force, le désir des enfants. 3 âmes qui avaient vécu sans protection s'étaient enfin trouvées. Ce n'était pas une famille conventionnelle. Mais c'était une famille, et cela suffisait. 1 an s'était écoulé depuis cet anniversaire inoubliable. La vieille petite maison froide de Valka n'était plus qu'un lointain souvenir. Ils vivaient désormais dans un foyer où règne stabilité, routine et affection. Ce qui avait autrefois semblé être un refuge temporaire était devenu le cœur de quelque chose de bien plus grand, un nouveau départ. Isabella avait été promue une fois de plus et était désormais coordinatrice des projets sociaux à la clinique Vida. Son expérience de mère célibataire et de survivante d'un système défaillant avait inspiré la création d'un programme de réinsertion pour les familles vulnérables, aidant des dizaines de femmes à retrouver leur dignité par le travail et à retrouver un foyer. Lors des réunions, elle présentait ses résultats avec une assurance sereine. Elle s'habillait simplement, mais se tenait debout avec la posture de quelqu'un qui a redécouvert sa valeur. Elle ne se sentait plus petite. Elle ne s'inclinait plus devant personne. Quant à Vicente, il avait commencé à transformer son empire commercial discrètement, sans tambour ni trompette. Il avait fondé une fondation caritative, baptisée du nom de l'enfant qu'il n'avait jamais eu, une fondation dédiée à des projets pour les enfants et les familles d'accueil. Il commença à refuser les événements d'entreprise pour privilégier les après-midi passés avec les triplés, leur apprendre les échecs, inventer de nouvelles recettes ensemble ou simplement être présent. De l'extérieur, il n'était qu'un homme d'affaires excentrique et distant. Mais pour Isabella et les enfants, il était tout autre chose, étrangement fiable. Leandro, Luna et Lé avaient commencé à l'appeler « grand-père de cœur », même si Vicente insistait toujours sur le fait qu'il se sentait davantage comme un père. Ils en riaient. Ils riaient beaucoup. Un dimanche, ils étaient assis tous les 5 à la table de la terrasse pour déjeuner ensemble. Le repas était simple, préparé en équipe.
Isabella coupait des tomates. Vicente se tenait près de l'évier et faisait la vaisselle. Les enfants riaient et se disputaient le dernier morceau de pain. Ça, dit-elle en jetant un coup d'œil autour de la table, c'est ce que j'appelle un miracle quotidien. Vicente hocha la tête avec un sourire discret. Dire que tout a commencé avec un sac vide et une demande de riz, et s'est terminé par une maison pleine de vie. Isabella leva son verre de jus d'orange. Et à cet instant, rien ne manquait, ni un père, ni une mère, ni une patrie, ni l'amour. La vie n'avait pas donné à Vicente les enfants qu'il avait imaginés. Au contraire, elle lui avait offert quelque chose de mieux, une famille dont il n'aurait jamais pu rêver. Et Isabella n'était plus seulement une personne dans le besoin. Elle était véritablement perçue, forte, digne, entière. Il n'était plus seul. Et finalement, c'était tout. Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui.